Voilà. Alors, je vais nous mettre tous les trois. Comme ça, vous nous voyez plus sur l'écran. Ridza, est-ce que tu voulais ouvrir ou est-ce que... Je peux dire un petit mot. Donc, bienvenue tout le monde à cette table ronde éducation somatique et santé intégrative, une conversation possible avec le point d'interrogation, qui va être un peu, qui est pas un peu, qui est la suite de la porte ouverte de l'an dernier, où on se posait, le sujet était éducation somatique, une approche à valoriser en santé intégrative. Euh, donc, on va fonctionner avec trois interventions d'environ 10 minutes chacune. Ensuite, on va laisser la place à la conversation déjà, amorcer cette conversation dès aujourd'hui, ou la continuer en fait. Et puis, ce qu'on pourrait d'abord faire, c'est juste très succinctement se présenter, chacune des personnes qui va présenter. Je te laisse le micro, Christine. Merci Ritza, bienvenue tout le monde. Alors, mon nom est Christine Germain. Je suis présentement chargée de cours à l'université à l'UQAM à Montréal, l'Université du Québec à Montréal, dans le département de danse où j'enseigne la méthode Feldenkrais aux danseurs. Et aussi au deuxième cycle, il y a un diplôme d'éducation spécialisée en éducation somatique. Je fais de la méthode Feldenkrais. Je suis arrivée à travers la danse. Ça fait environ 20 ans maintenant. Et ça fait 10 ans que je suis praticienne depuis où je me suis spécialisée à Berkeley en Californie. Donc, le monde de la danse, j'ai aussi été entraîneur privé. J'ai été prof de Pilates, que je fais encore d'ailleurs. Et donc, j'ai travaillé dans un hôpital à San Francisco, dans la médecine du sport et de la danse, où on avait des tables de Pilates et où j'ai introduit aussi la méthode Feldenkrais. Et puis, j'ai aussi été consultante au Cirque du Soleil dans leur centre de médecine pour de la performance. Donc, c'est un peu... et je travaille, j'ai ma pratique personnelle en ligne présentement parce que je suis revenue au Québec après 15 ans en Californie. Et donc, j'enseigne encore en ligne et je débute ma pratique au Québec depuis les 3 dernières années. Merci, Christine. Et Claudie. Alors bonjour tout le monde. Donc moi je suis Claudie Pfeiffer, je suis dans le monde de l'éducation somatique depuis plus de 40 ans. Je suis issue du milieu de la danse, j'étais éducatrice physique quand j'étais en France et ça fait maintenant presque 30 ans que je vis ici au Québec, éducatrice physique et j'ai aussi été formée donc en danse fonctionnelle. Donc l'éducation somatique s'est imposée à moi tranquillement. J'ai eu différents accidents qui m'ont permis de retrouver ou qui m'ont donné l'opportunité d'apprendre à bouger différemment. Et ici au Québec, donc je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Vivre en forme sans violence, les micro-mouvements pour bouger au quotidien. Et également, je suis à l'origine donc de la méthode Emballons-nous, et je suis formée à l'approche Les eaux pour la vie de Ruth Allen et également certifiée de la méthode Feldenkrais pour ce qui est des cours de groupe, formée aux États-Unis, dans le Maine et en Californie. Ici au Québec, grâce à la pandémie ou malgré la pandémie, on va dire, j'ai fondé le studio en ligne vieillir-sans-rétrécir.com et on peut retrouver tous les cours que je donne sous claudiepfeiffer.com. Donc, majoritairement en ligne, mais je donne aussi des ateliers et un cours hebdomadaire en présence euh, pour les irréductibles qui ne voulaient rien savoir des cours en ligne. Il y en a et c'est important de répondre à leurs besoins aussi. Voilà. Merci, Claudie. Euh, pour ma part, je m'appelle Ridza Renaud. J'ai été gradué dans la méthode Feldenkrais en 2013. J'ai fondé une petite clinique de soins en thérapie alternative, là, ostéo, acu, masso, éducation somatique et quelques autres approches. Ça depuis 6 ans.
Et j'ai été invité aussi à une table de discussion et réflexion dans un comité à l'Université de Montréal sur la santé intégrative, comment ces approches-là peuvent être mieux connues du public et des professionnels, des intervenants en santé dans le système de santé. C'est un comité qui fait partie de la faculté de l'éducation permanente, piloté par Chantal Lévesque à l'Université de Montréal. Donc, c'est un peu l'intérêt que j'ai dans ce sujet-là. Ça a été un peu mis sur la glace avec la pandémie. Ça va probablement revenir bientôt. Maintenant, les présentations étant faites, bienvenue tout le monde. Il y a un peu des gens d'un peu partout. Ce que je vois, c'est le fun de voir ça. Alors, comme je disais en brève introduction, cette table ronde est une suite de la discussion de l'an dernier. L'an dernier, on a eu l'occasion de voir des définitions de la santé intégrative et une définition qui allait au-delà du biopsychosocial, qui incluait l'environnement, qui était peut-être plus en phase avec ce que l'éducation somatique faisait. On a eu l'occasion de parler des principes, des pratiques, comment une vision de la globalité de la personne s'inscrit vraiment dans cette vision de la santé intégrative. On peut parler de bien-être radical avec Christine, parler de la santé au travail, comment ça peut se mettre, comment la santé intégrative peut se mettre en place dans les institutions de travail et, euh, et comment la santé intégrative dans le vieillissement, qu'est-ce que ça signifie, comment ça s'articule. Cette année, ça va être un peu différent. Donc, on veut peut-être complémenter et voir comment essayer de vous inspirer vers ces actions-là, de la santé intégrative, parce qu'on voit que on comprend. En général, si on est ici, on a un intérêt vers la santé intégrative, mais aussi on a passé probablement peut-être un cheminement personnel qui nous, euh, qui nous a intéressés vers une dimension un peu différente de ce que nous offre, disons, la santé, le système de santé traditionnel. Mais malgré cette connaissance-là du bien fondé, on remarque une vision de la santé plus large, plus globale, et pas quelque chose, pardon, qui est répandu tant que ça. Et donc, ensemble, on aimerait voir, ben, pas tant les causes, mais quelles actions sont possibles, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qui se fait en ce moment, et quelles sont des pistes d'action pour nous, ou du moins pas tant des anecdotes, mais des histoires qui montrent concrètement comment ça peut s'articuler. Euh, donc ça, c'est le côté lumineux de la chose, je dirais, qu'on va voir avec Christine et Claudie. De mon côté, je vais juste commencer avec essayer de dresser je dirais pas un tableau, il faudrait que ça soit un peu plus touffu. Ça va être une esquisse, je dirais même une esquisse incomplète et très brève du contexte dans lequel ces actions-là, auxquelles on vous invite à réfléchir et peut-être participer, euh, peuvent être le contexte dans lequel ces actions-là peuvent s'articuler, un contexte qui nous aide peut-être à comprendre. Si on veut avoir une conversation, cette conversation-là, on la voit parfois entre les intervenants du système de santé et les intervenants du système, pas du système, mais des approches alternatives, complémentaires, mais c'est aussi une conversation avec le public en général. Et pour que cette conversation-là puisse avoir lieu, il doit y avoir un partage commun, quelque chose, un contexte qui est compris ou du moins qui se partage. Et c'est un peu dans cette optique-là que je vous propose un petit survol d'abord historique et ensuite actuel d'éléments de la santé intégrative au Québec. Pour ce qui est du survol historique, je vais m'inspirer d'un petit livre que j'ai pas lu complètement, mais qui, je ne sais pas si on va on va le voir à l'envers, je pense. Hein. C'est un livre qui s'appelle Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Ça ne parle pas de santé intégrative comme telle, quoi que vous allez voir qu'il y a une dimension qui se rapproche de la santé intégrative. Euh, Là, je me rappelle plus, Christine, j'ai oublié de t'en la demander tout à l'heure. Est-ce que tu es capable de partager les 3 petits liens que je t'ai envoyés, sinon par courriel? Sinon, c'est pas grave, on pourra le faire peut-être sur la page Facebook ensuite. Est-ce que tu parles des liens de la santé, sur la santé intégrative? Ouais, je t'ai envoyé 3 petits liens, ouais. Tu pourras les mettre dans le chat. OK. Et Euh, puis, il y a voilà. quelqu'un justement qui demandait brièvement qu'est-ce que c'est la santé intégrative, mais je sais que c'est dans ton plan de l'expliquer, alors go. Ouais, ben, OK, ben, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on a fait une table ronde l'an dernier, mais on peut peut-être au moins euh, jeter les bases maintenant.
Mais comme on a fait un travail l'an dernier, je vais jeter les bases de ça en vous parler, en retraçant un peu l'historique au Québec. Donc, je pense que vous êtes à même de sentir un peu de quoi il en est sans vous donner des définitions très précises parce que je ne les ai pas sous les yeux en ce moment. Donc, dans ce contexte que je veux vous partager, je vous parlerai d'abord de ce que je nommerais comme une tension entre deux conceptions de vision. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut voir le dialogue de la santé intégrative. Bon, peut-être que je vais au moins nommer un peu quelque chose. Quand on parle d'intégration, on parle de quelque chose qui s'articule ensemble. Euh, le système de santé voit le patient, la personne euh, des, dans son, ou les causes de la maladie sur le plan de l'individu et sur le plan biologique. Quand une personne est malade, on regarde dans son corps quelles sont les possibles causes de cette défaillance au niveau de la santé. Euh, Maintenant, il y a une vision de la santé ou de la maladie où on va essayer de commencer à voir beaucoup plus de variables pour comprendre la santé. Il y a la dimension biologique, la dimension émotionnelle, psychologique, contextuelle, environnementale. Et on a appelé longtemps ces approches-là globales, holistiques. Aujourd'hui, on utilise le terme intégratif. Intégratif aussi pour pas simplement le séparer du système de santé. Il y a un désir d'une articulation, d'un dialogue, d'une conversation entre le système de santé traditionnel, biomédical, biopsychosocial médical, et ces visions des thérapies un peu, qu'on dit alternatives, complémentaires, qui ont une perspective sur l'être humain qui est du moins minimalement plus vaste et plus riche. Bon, là, j'ai mon problème, potentiellement, ça va. OK. Euh, donc, quand on parle de santé intégrative, on parle d'une vision de la santé de l'être humain qui est plus large et d'un désir d'intégration, d'articulation entre le système de santé traditionnel et les approches alternatives complémentaires. Donc, j'espère au moins que ça mettre une petite table commune. Donc, je vous ai dit que on peut voir cette conversation-là au niveau des intervenants, parler aux intervenants du système de santé, leur faire la promotion de cette façon de voir. On peut aussi le voir une coche plus haute, j'oserais dire, ou plus large, c'est-à-dire au niveau des conceptions et des valeurs qui habitent les individus. Euh, donc, si on retourne dans notre petit passé au Québec, encore là, je me fie sur ce livre-là, et je vais être très injuste parce que je ne pourrais pas dire toutes les choses intéressantes qui sont là-dedans, malgré qu'il faut le dire, ça vient d'éco-sociétés, donc c'est quand même très, très, très de gauche, là. C'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est quand même une vision du monde qui a sa spécificité. Donc, on peut dire qu'avant qu'arrive au Québec l'assurance maladie et le système de santé, disons, tel qu'on le connaît, un peu plus universel tel qu'on le connaît, il y avait une façon de voir le corps, la santé, qui est donc dans cette perspective où c'est l'individu qui est responsable de santé, où les causes de la maladie sont vues chez l'individu et où c'est dans le corps qu'on va essayer de trouver les problématiques. Et cette vision-là était en tension, en opposition à une façon beaucoup plus sociale de voir les problèmes de santé. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps par un institut, je ne me rappelle plus lequel, si je trouve rapidement. C'est l'Institut national de santé publique, qui est une étude qui parle des déterminants de la santé. Par déterminants, on parle simplement ici qu'est-ce qui influence la santé, du côté positif ou négatif. Et ce qui est intéressant de voir dans cette étude-là, ça se retrouve dans le livre, page 81, c'est que dans les déterminants de la santé, donc les influences, le biologique constitue 15% des facteurs qui influencent la santé. Les systèmes de soins, 25%. L'environnement social et économique, 50%. Et 10%
à l'environnement physique et naturel. Donc, c'est intéressant de voir que dans le modèle bio, il y a 15% de ça qui s'attarde à la santé de l'individu. Il y a toute une dimension psychologique, sociale, environnementale, comme je viens de le dire. Donc, la perspective biologique ne disait pas tout. Ce qui me paraît intéressant de ce livre-là, c'est de voir comment cette perspective-là était incarnée par un ensemble d'acteurs dans la société. Et lorsqu'il est venu le temps, en 1967, il y a une commission sur la santé, la commission de Castonguay, pour évaluer qu'est-ce qu'on fait de notre système de santé. On sortait là de réflexion sur cette question. Il y a eu des acteurs, entre autres les chambres de commerce, les associations des manufacturiers. On peut croire qu'à l'époque, la manufacture au Québec, c'était quelque chose de plus présent, donc c'était un gros lobby, si on veut. Le Collège des médecins, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui étaient contre le régime sur lequel on discutait, contre le régime d'assurance maladie du Québec. Et ces gens-là incarnaient une vision, dans leur rapport qu'ils ont fait à la commission, incarnaient une vision biologique et de l'individu, axée sur l'individu. Et ce qui est intéressant dans les livres de Mme Plourme, c'est qu'elle dit, c'est pas tant ces individus-là qui est problématique ici, quoi qu'il ça l'est jusqu'à un certain point, c'est de voir comment ils sont tributaires de tout le système capitaliste qui est derrière. Je ne vais pas faire une apologie de cette façon de voir, mais je trouve intéressant de voir comment on peut voir le problème au niveau des individus, des institutions, mais aussi du système dans lequel, plus global, dans lequel nous sommes situés. C'est une partie du contexte, je trouve, qui est intéressante à identifier, remarquer ou à réfléchir, sur laquelle on peut réfléchir. Mais de voir que les fédérations de médecins étaient contre le système qu'on connaît, la carte d'assurance maladie, ça pose des questions intéressantes. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces influences, il y a eu au Québec la création de CLSC, et je vais passer très rapidement, qui ont incarné une vision qui était, je dirais, proto-intégrative. Ça ne se nommait pas comme ça, mais où il y avait beaucoup plus d'interventions, c'était communautaire, c'était assez multidisciplinaire. Les médecins étaient payés au salaire, non pas payés à l'acte, c'était moins, comment on peut dire, la médecine professionnelle telle qu'on la connaît, très corporatiste, faisait pas partie de ça. Mais après 4 ans, il y a eu un bilan qui s'est fait au Québec et puis il a commencé à avoir un retour de balancier. Et les choses ont commencé à sortir. On a commencé à sortir assez rapidement de ce désir d'incarner au Québec, dans nos institutions, une vision sociale plus large, plus intégrative, plus holistique. Parce que c'est beau avoir une vision holistique, mais si tu ne l'incarnes pas dans les institutions, c'est difficile. Et là, on voulait déjà sortir ça des institutions. Donc, dès 1974, il y a une remise en question. La machine qu'elle appelle de Mme Flour dans son livre néolibéral passe sur cette question-là et nous amène dans les années 80 vers un corporatisme un peu plus grand. Et là, je vais être rapide, mais je veux nous amener à 1994, où il y a eu une commission sur les thérapies alternatives au Québec. Et à l'époque, c'était l'Association des praticiens et professeurs de la méthode Feldenkrais qui débutait et qui a présenté un mémoire dans cette commission-là et dans les liens que Christine nous a peut-être déjà partagés. Et je vous ai envoyé ce mémoire qui a été présenté, ou ce texte. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte, je n'en parlerai pas là, parce que ce n'est pas le temps, mais c'est pour ceux qui font de l'éducation somatique et la méthode Feldenkrais en particulier, c'est ce rappel important que nous ne sommes pas une thérapie. Encore là, je ne dis rien de nouveau, je crois qu'on le sait, mais de le mettre dans le contexte, de se le rappeler et d'aller lire ce texte-là parce qu'il est bien articulé. En mon sens, est une chose intéressante, si on veut faire de la santé intégrative, de faire ces rappels-là. Parce que c'est un piège qui est constant lorsqu'on veut intervenir. Je terminerai rapidement pour vous dire qu'aujourd'hui, il y en a des
initiatives en santé intégrative. Et ce ne sont pas tous les médecins qui ont une vision strictement bio ou réduite de l'être humain. Je ne nommerai que, ben d'abord, ce comité sur lequel auquel je participe est une intention de participer, de faire élargir cette question-là. Mais c'est aussi, on le voit à travers certains groupes de médecins. Il y a les médecins pour un système de santé publique qui incarnent une vision beaucoup plus sociale de la chose. Et on voit, suite à la pandémie, qu'on regarde ce qui se passe avec le logement, la santé mentale, la situation économique, l'itinérance, la violence accentuée dans les grands centres. On ressent beaucoup plus, peut-être, du moins on le ressent d'une certaine manière, on le sent assez clair, cette dimension des sociales, que le contexte dans lequel on vit a beaucoup d'importance, joue beaucoup. J'ai l'impression, et je termine là-dessus, et ça fait partie de peut-être la conversation qu'on pourra avoir, que nous, on peut se poser la question, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce contexte que je viens de succinctement présenter, quel rôle on peut jouer ou comment notre compréhension de ce qu'on fait peut s'intégrer dans l'articulation des initiatives. Euh, bon, je termine en disant ça. C'est pour ouvrir la conversation, mais je trouvais que c'est intéressant de placer une partie du contexte au Québec sur la santé intégrative. Donc maintenant, là, je me souviens plus qui allait intervenir après moi. Après le portrait peut-être un peu sombre et politique et social, je voulais passer la parole à, je pense que c'est Christine ou c'est Claudie. Parfait. Donc, je vous laisse dans les mains de Claudie. Waouh, Reda, merci d'avoir mis la table. Maintenant, on va pouvoir manger. C'est vraiment intéressant de toujours de retourner, de savoir d'où on vient pour savoir un petit peu où on s'en va. Alors, je vais, une petite introduction avant de passer à la petite diapositive que j'avais préparée. Moi, mon propos aujourd'hui, ça va être la dernière table ronde là-dessus, évidemment, j'avais abordé la question du vieillissement et là, aujourd'hui, je voulais partager plutôt des exemples à la fois personnels et à la fois professionnels de collaboration et en tant que professionnel d'éducation somatique avec d'autres professionnels de la santé intégrative et comment aussi ça se joue dans la cour de la médecine conventionnelle, comment est-ce qu'on peut dresser des ponts. Mais je tenais à noter quand même que c'est pas un hasard que les portes ouvertes ont lieu ces jours-ci. C'est que demain, c'est la journée mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé. Et on a choisi volontairement de faire des portes ouvertes au moment de la journée mondiale. Donc, c'est le 7 chaque année. Et ça fait 75 ans que l'OMS œuvre et pose des questions et c'est intéressant de lire les rapports qui existent, tant évidemment au niveau du vieillissement et ils ont fourni un rapport incroyable sur l'agisme, mais aussi sur la définition de la santé bien-être et comment nous, on s'insère dans cette dimension de santé bien-être pour tous. Donc, je vais commencer par insérer une diapo, si vous me permettez. Donc, je vais essayer de faire ça correctement. Diaporama. OK, on partage. C'est toujours une aventure de voir comment le diaporama va sortir. Voilà, ici. J'espère que vous voyez bien. Moi, je ne vois plus. C'est ça. Donc, toujours dans cette notion d'éducation somatique et santé intégrative, une conversation possible, je souhaitais aborder un exemple personnel et comment se joue, comme je disais, la collaboration entre les approches complémentaires et les approches conventionnelles. Je ne suis pas la seule, mais à un moment donné, j'ai eu une chute, j'ai fait une chute et j'ai eu un problème avec mon genou assez récurrent.
Et donc, je suis allée voir, évidemment, j'ai voulu voir ce que c'était, faire des tests, etc. Et j'ai été voir deux orthopédistes. L'un m'a fait une radiographie. Moi, je voulais une résonance magnétique que je n'ai pas réussi à avoir. Et j'ai eu le diagnostic, bon, certaines petites ostéophytes dans le genou. Puis ensuite, je suis allée voir un autre orthopédiste qui, lui, la première chose qu'il m'a dit, c'est pour ça que je parle ici du discours, m'a dit, mais madame, à votre âge, c'est tout à fait normal d'avoir de l'arthrose ou d'avoir, sans aucun diagnostic de sa part, c'était juste le discours qu'il avait. Puis il m'a dit, si vous voulez, je peux vous donner un shot de cortisone et puis ça devrait vous aider. Je n'ai rien contre la cortisone, j'ai des clients qui en ont eu et ça a beaucoup fait une différence dans leur vie de tous les jours. Mais en ce qui me concernait, je trouvais que c'était un peu rapide comme solution. Donc, j'ai refusé la cortisone. Et je me suis tournée, comme j'ai toujours fait à travers ma vie, aux approches complémentaires ou qu'on peut appeler santé intégrative. Je suis allée vers ce que je connaissais bien, qui sont les outils habituels de l'ostéopathie, l'acupuncture par rapport à la douleur, regarder au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui pouvait réduire la dimension inflammatoire et évidemment je suis allée puiser dans les ressources de l'éducation somatique, donc dans la méthode Les Os pour la vie et la méthode Feldenkrais aussi. C'est-à-dire que si certains d'entre vous étaient à l'atelier que j'ai donné sur la verticalité, il y a eu une personne qui était là, une participante, qui a dit, moi je suis arrivée ici, j'avais mal au genou, puis je suis ressortie de là, j'ai plus mal au genou. Je ne sais pas si ça a duré, mais en tout cas, c'était ça son expérience, parce qu'elle se sentait suspendue. Donc, le fait d'avoir exploré, d'avoir regardé quelles étaient mes habitudes et d'avoir regardé comment j'organisais mon mouvement et de voir qu'est-ce que je pouvais changer, le fait de se sentir plus suspendue, travailler la mobilité du bassin, travailler la cage thoracique, travailler la relation de ma verticalité entre la façon dont j'utilisais mes pieds, mes chevilles. Ça a évidemment eu une incidence en collaboration avec les autres approches qui sont indiquées ici. Cela a donné un résultat qui fait que maintenant, j'ai une fonctionnalité, je dirais, à 95% revenue à la normale et qui n'aurait pas pu se faire si j'étais uniquement restée dans ce côté d'approche conventionnelle parce que la cortisone, même si elle soulage, et je le vois dans ma clientèle, elle soulage beaucoup et ça permet de fonctionner. Il ne reste pas moins si on ne travaille pas sur les causes et sur la façon de comment on s'utilise, eh bien, ça veut dire qu'on devient à ce moment-là dépendant de ces approches-là, qui sont des approches extérieures à soi. Donc, l'idée, c'est encore une fois de voir comment est-ce que ça peut collaborer ensemble. Mais ça, c'est au niveau de la fonctionnalité du genou. Je pourrais vous en raconter d'autres. Je pourrais vous raconter comment j'ai eu de l'acupuncture et comment j'ai fait de l'éducation somatique lorsque j'ai accouché il y a 48 ans. Je pourrais vous raconter aussi comment j'ai guéri un problème au tendon d'Achille, où j'ai utilisé des approches conventionnelles comme la physiothérapie, comment j'ai eu des ultrasons au niveau du tendon d'Achille et comment j'ai aussi été voir en ostéopathie, en acupuncture, regarder le côté inflammatoire, évidemment travailler en éducation somatique. Et c'est l'ensemble qui a amené une résolution totale de ce problème que j'avais au niveau du tendon d'Achille. Donc, maintenant, si au niveau professionnel, j'aimerais vous parler comment aborder cette question professionnelle à partir de deux cas, de deux personnes. Et là encore, en 40 ans de pratique, vous doutez que j'ai beaucoup, je pourrais avoir plein d'autres exemples. D'ailleurs, si vous allez sur claudiepfeiffer.com, vous verrez qu'il y a des commentaires, des personnes qui ont laissé des témoignages. Mais ce qui s'est passé, donc, laissez-moi vous parler d'une cliente qui suit mes cours depuis de nombreuses années. Je la nommerai Lucie, je vais garder son nom privé.
qui a une sclérose en plaques. Et elle a une sclérose en plaques et je me souviens des moments où, lorsque traverser la rue pour elle, elle s'immobilisait dans la rue, c'est comme ses jambes ne voulaient plus avancer. Et elle avait évidemment développé une peur de traverser les rues. Il y avait toute une dimension d'elle, non seulement au niveau moteur, mais au niveau psychologique, émotionnel, qui était vraiment pour elle difficile à gérer au quotidien. Et quand elle venait régulièrement au cours, elle s'est rendue compte, elle a observé que elle a non seulement gagné en fonctionnalité, mais aussi en confiance. Parce que vous savez que la sclérose en plaques, la plupart du temps, c'est la myéline qui, au niveau des synapses, est déficiente. Donc, la commande, la connexion nerveuse ne se fait pas entre les neurones. Donc, le fait d'explorer des mouvements inhabituels et des mouvements nouveaux, à travailler sur la plasticité de son cerveau, dont Suzanne a excellemment parlé ce matin, et ça a permis de recréer d'autres connexions qui ont été au service de sa fonctionnalité. Mais ce n'était pas la seule chose qu'elle fait. Ce n'est pas uniquement l'éducation somatique qui a permis ça. Elle est suivie régulièrement en chiropratie, elle est en suivi en naturopathie, elle fait très attention à son alimentation. Donc, il y a tout un réseau autour d'elle qui lui a permis de gagner et de développer et de conserver une certaine autonomie pour une femme qui a plus de 70 ans et qui a, donc on dit bien, c'est pas une thérapie qu'on fait ici, on guérit pas, on parle pas de guérison, mais par contre, on parle d'apprendre à faire autrement et que cet apprentissage de faire autrement soutient finalement sa fonctionnalité et sa recherche et la conservation de son autonomie. Et évidemment, ensuite, il y a tout un rapport au niveau de l'approche conventionnelle. Elle avait choisi de ne pas prendre de médication, mais d'aller chercher dans les médecines alternatives, mais santé intégrative, des outils, mais quand même, elle est suivie par son équipe médicale qui constate quand même que ça ne décline pas comme ça serait supposé décliner. J'aurais aimé, moi, il y a plus de 50 ans, connaître ça, parce que ma mère avait une sclérose en plaques et peut-être que, qui sait, si c'est son expérience qui a motivé ma passion dans ce domaine. Donc, laissez-moi vous parler aussi d'une autre cliente avec laquelle je travaille en individuel, que je nommerais, Bonnie, par exemple. Et Bonnie, elle a une ostéoporose sévère. Qu'est-ce que ça veut dire ostéoporose sévère? C'est qu'elle a fait des ostéodensitométries et on a vu qu'elle avait vraiment des données qui étaient vraiment montrées au niveau de la colonne puis au niveau de son bassin, des chiffres qui étaient quand même sévères et dont il fallait qu'elle s'occupe. Donc, on travaille ensemble au niveau des os pour la vie. On travaille à retrouver la mobilité, la vibration, travailler l'alignement, la verticalité, travailler la relation avec ses os, la compression. Mais vous doutez bien que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que elle est suivie en approche conventionnelle en endocrinologie pour surveiller sa condition. Mais il se trouve qu'elle a de la difficulté à décider de prendre une médication. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait fait le choix d'être au niveau alimentation, d'être végane, donc à qui il manquait énormément d'éléments et de nutriments. Moi, je ne suis pas médecin, donc pour moi, il est hors de question de donner des conseils sur le plan médical et sur le plan aussi de l'alimentation. Par contre, je fais partie d'un réseau international au niveau de Mouvement Intelligence et des os pour la vie, qui m'a permis, je suis allée chercher des informations sur comment les personnes qui ont de l'ostéoporose, de l'ostéopénie, s'organisent, comment mes collègues œuvrent avec leur clientèle, quelle est l'expérience de leur clientèle et force de tous ces renseignements que j'ai obtenus, j'ai pu lui donner toute une fiche et on a pu échanger ensemble dans nos rencontres pour qu'elle fasse son tri elle-même et qu'elle ait
du matériel pour aller poser des questions à son équipe médicale pour qu'elle se sente, elle, plus renseignée, qu'elle puisse avoir les réponses qui lui permettent de prendre les bonnes décisions avec ses médecins et d'aller résoudre d'aller dans le sens d'une meilleure condition. Donc, la dimension éducative en éducation somatique, apprendre à bouger autrement, de voir dans sa vie de tous les jours qu'est-ce qu'elle peut améliorer et comment ça s'inclut et comment ça s'intègre avec l'approche conventionnelle et médicale. C'est vraiment un élément clé qui permet finalement de l'accompagner de façon, je dirais, qualitative. Maintenant, ce que j'observe dans ma pratique, si on parle de collaboration, parce qu'on parle de collaboration, travailler avec des professionnels qui sont différents, l'acupuncteur, l'ostéopathe, ça implique, ou le médecin, ça implique de collaborer. Qu'est-ce que ça veut dire collaborer? Bien, pour moi, par exemple, c'est sortir de ma zone de confort. C'est pas si facile. Hein? Je peux être timide, c'est pas si facile de collaborer. C'est pas facile de rentrer en relation avec des personnes qui ont une autre façon de parler, une autre vision. Mais c'est important, lorsqu'on parle de santé intégrative et d'éducation somatique, de voir qu'est-ce qui nous réunit et comment on peut rentrer dans cette famille de la santé intégrative, si je peux dire, pour être encore plus efficace dans la collaboration avec les approches conventionnelles. Donc, ça, c'est important. Mais ce que je dirais aussi, c'est important d'enseigner, d'éduquer notre clientèle. De dire que la clientèle a aussi, d'une certaine façon, un travail à faire, de partager son expérience dans l'approche intégrative et dans l'approche d'éducation somatique, puisqu'on est dans la conversation actuellement, et de voir comment la personne peut raconter, partager avec son médecin, de savoir qu'est-ce qui permet le changement de se faire. Donc, je dirais, juste pour terminer, que si on regarde l'éducation somatique et santé intégrative, on voit que nous, on parle de soma, on parle de corps vivant, avec des dimensions spirituelles, fonctionnelles, neurophysiologiques, psychologiques, émotionnelles et environnementales. La santé intégrative, les dimensions, Rizza en parlait tout à l'heure, il y a une dimension physique, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle. Et si on regarde les deux ensemble, on voit qu'on est dans les mêmes eaux, qu'on nage dans les mêmes eaux, et que notre travail, finalement, c'est plus on va être ensemble et œuvrer dans la même direction, plus d'une certaine façon, on va pouvoir collaborer peut-être avec plus de force au niveau, avec les approches conventionnelles. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Et je laisse la place à Christine, qui ne l'a pas dit tout à l'heure, mais qui est aussi qui œuvre dans une clinique de santé intégrative. Merci Claudie, merci Rizza d'avoir mis la table aussi avec l'historique et du rappel de l'année dernière. Et merci Claudie pour ces images et ce compte rendu. Moi, je vais vous partager j'ai eu l'honneur de pouvoir participer et d'avoir beaucoup de collaborations dans le passé. Donc, je vous partage, ce que je vous partage, c'est au niveau de mon expérience. Donc, j'ai commencé comme entraîneur privé. Donc, j'étais du milieu de la danse. Et en fait, quand je suis arrivée à San Francisco, la façon dont je pouvais continuer d'avoir mon visa, il fallait trouver un travail qui était connecté un peu avec ce que je faisais. Et donc, entraînement privé, ça se faisait assez rapidement. Et on me donnait la formation sur le champ. Puis, ben, j'avais déjà beaucoup de notions, anatomie, alignement et tout. Et tout de suite, dans l'approche où j'ai été entraînée, c'était vraiment, si la personne a une blessure, si la personne a des limites, des conditions, demande que le médecin peut toujours te téléphoner, puis d'avoir une conversation,
Des fois, ils arrivent, ils ont déjà des blessures. Des fois, c'est une blessure qui se passe pendant qu'on travaille après plusieurs mois. Ils vont faire un marathon, ils vont faire quelque chose. Et puis, il y avait des blessures qui se présentaient. Alors, de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on me dit, est-ce que ce médecin-là ou ce physio-là préférait que j'évite quelque chose ou d'aller plus vers une direction. Donc, ça me donnait toujours un peu une boussole à où aller avec la clientèle pour que ce soit bien visé et personnalisé. Et donc, de fil en aiguille, je suis allée plus vers la méthode Pilates, même chose, toujours cette collaboration. Et c'est là qu'on voit un peu, pour les gens qui sont dans le domaine, c'est là où on voit avec qui on a des atomes crochus, l'approche qu'on préfère. Et donc, en Feldenkrais, j'ai continué cette approche-là. Quand j'ai fait, en fait, quand j'ai commencé mon approche de Pilates, on me corrigeait, puis on me replaçait la tête. Puis la tête était comme séparée du corps. Et j'avais assez fait de Feldenkrais et de danse pour me dire, c'est pas vraiment... on n'amène pas de conscience. Et donc, ça fonctionnait pas pour moi. Donc, j'ai laissé cet entraînement-là de côté, ce training-là, cette formation. J'ai fait le Feldenkrais pendant 4 ans, la formation. Puis après, je suis retournée, mais j'ai fait une formation Pilates en réhabilitation, ce qui m'a amenée à l'hôpital St. Francis Memorial Hospital à San Francisco en médecine de la danse et du sport. Donc, il y avait la médecine du sport et il y avait un département de médecine de la danse. On avait un tapis de danse, on avait des tables de Pilates, des réformeurs. Et donc, de tout ça, ces expériences-là, ce que je retiens, puis ce que je voudrais partager, c'est qu'on a toujours, comme tu l'as bien décrit, Claudie, on a une spécialité, nous, on est beaucoup dans l'éducation, bien que l'éducation peut devenir thérapeutique, est thérapeutique, je crois, mais on n'est pas dans le diagnostic et on amène la personne moi, je leur rappelle souvent, vous n'êtes pas votre diagnostic. Donc, on essaie de donner des choix pour justement qu'ils soient plus, qu'ils ne s'identifient pas juste à ça et qu'on peut leur ouvrir des voies. Et donc, à l'hôpital, j'avais des gens, des physios qui étaient très, il faut qu'on corrige ça, il faut qu'on corrige ça. Et j'avais d'autres physios qui avaient beaucoup plus une approche. Mais comment tu travaillerais ça? Toi, moi, j'ai essayé ça. Donc là, ça devenait une conversation. Et c'est ça que je vois comme médecine intégrative. Et j'ai gardé les contacts avec ces gens-là. Donc, ça fait plusieurs années, presque 7-8 ans aujourd'hui. Et j'en vois encore des clients lorsque je vois qu'il y a des choses surtout en ligne, il y a des choses qui me limitent. Donc, je vais les voir là. J'ai une discussion avec soit le physio, l'acupuncteur. Et donc, on n'a pas, même si maintenant je suis dans une clinique où c'est une clinique privée avec Atelier Palestra qui est sous la clinique privée, qui a des acupuncteurs, des ostéopathes, puis on travaille ensemble. Et la mission d'Atelier Palestra, c'est on veut que vous sortiez de notre clinique, puis on ne veut plus jamais vous revoir. C'est un peu leur mission. Donc, on travaille en équipe, puis notre but, c'est le bien-être de cette personne. Donc, à l'hôpital, c'était mon expérience que j'ai vu comment est-ce qu'on choisit avec qui on peut travailler pour le mieux, le développement le mieux pour la personne en tant que telle. Et c'est là que j'ai commencé à voir, souvent, j'avais des amis, des clients, leur physio était terminé. Et là, je les amenais au Pilates parce que c'était le programme au départ. Puis là, je me disais, il y a tellement je trouvais qu'il y avait tellement de compensations qui étaient encore présentes que là, je les amenais au Feldenkrais et que je voyais plus de résultats plus rapides. Puis ensuite, on pouvait retourner en Pilates. Et bon, mon approche Pilates est très teintée de l'éducation somatique pour vraiment amener la conscience, pour amener une autorité intérieure afin que la personne ne se fie pas juste à la personne, au professionnel de la santé, mais redécouvre et se refassent confiance dans leurs sentiments, dans leur usage de soi et ne doivent pas toujours valider
à 100% avec une autre personne, que ça devienne une conversation, puis je les amène à avoir une conversation avec les autres professionnels également. Donc, on ne donne pas toute l'autorité aux professionnels de la santé. Et j'avais l'intention aussi justement de parler d'une cliente avec la sclérose en plaques, moi aussi, Claudie. C'est une expérience où il n'y avait pas de collaboration autant. Cette personne-là est en chaise roulante. Ça faisait plusieurs années qu'elle vivait avec la maladie. La maladie, j'aime même pas utiliser ce mot-là. Avec la sclérose en plaques, elle était donc était dans son lit et j'allais la voir chez elle. On faisait des mouvements. Et le but pour moi, c'était d'amener l'autonomie. Alors, les différentes descriptions de la santé ou définitions de la santé, on veut voir, qu'est-ce qu'on veut l'amener à faire? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire, cette personne-là, hein? Le rêve, avoué ou non avoué. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut l'amener dans son plein potentiel à travers ce diagnostic qui a été donné pour elle, c'était la sclérose en plaques. Donc, comment est-ce que je peux garder l'autonomie, la fonction le plus longtemps possible? Et donc, on avait développé une façon ensemble, comment est-ce qu'elle pouvait se retourner sur le dos et sur le côté pour lire ses nouvelles en utilisant l'environnement. Et elle avait vraiment réussi à devenir autonome sans avoir à demander à quelqu'un pour se tourner sur le dos, sur le côté, parce qu'elle passait beaucoup de sa journée comme ça. Et une journée, elle revient, elle avait fait physio, chiro, donc elle avait certaines personnes qu'elle voyait. Puis, on lui avait dit que son dos était faible, qu'il fallait qu'elle renforce son dos et ses épaules. Et là, elle revient, elle essaie de se lever, de passer de côté sur le dos, pas capable. Elle a fait des exercices, elle a fait un entraînement, mais là, on lui a dit, c'est beau, on travaille, on nage à contre-courant hein, lorsqu'on fait de l'éducation somatique parce qu'on a été conditionnés, même nous, on travaille fort, on va avoir plus de résultats, alors que là, elle avait comme oublié un peu toute la fonction. Et donc, il a fallu que je lui rappelle que oui, on peut travailler la force, on veut le système musculaire, mais dépendamment de la sclérose en plaques, il y a différentes scléroses en plaques et il y a différentes façons pour chaque personne. Il y a des étapes aussi. Mais la musculature peut aussi fatiguer à un certain point où c'est plus fonctionnel. Donc, finalement, il a fallu que vraiment je la ramène. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'exemples comme ça d'une personne qui arrive avec un diagnostic. On leur a dit, donc on a une influence sur leur image de ces personnes et ça, au lieu d'amener la fonction à un plus gros niveau, bien que dans notre apprentissage ou dans la croyance commune, on pensait que ça fonctionnerait. Et là, ici, ça ne fonctionne pas. Et je voulais donner un autre exemple aussi. Dr. Stuart McGill, qui est spécialiste du dos, donnait un exemple de lui aussi travailler avec les gens, mais aussi de regarder toujours comment est-ce que on donne des diagnostics, la personne nous dit qu'elle est faible et cette dame-là, elle s'en allait dans une maison, elle devait laisser sa maison à elle parce qu'elle n'était pas capable de se lever de la toilette. Et donc, le physio lui avait dit, ben là, si vous n'êtes pas capable de vous lever de la toilette, il faut faire le renforcement, vous allez devoir aller être placé dans un endroit où il y aura des personnes prendre soin de vous. Et Stuart McGill compte l'histoire de comment il a simplement montré comment trouver le support squelettique de cette dame. Et en quelques minutes, la dame pouvait se lever sans problème, sans douleur, et puis elle pleurait. Donc, il y a un empouvoirment, il y a cette autorité interne que je pense que on veut donner, puis on veut offrir. Et en fait, si on peut être en équipe avec des gens qui font d'autres pratiques, ben c'est le plus beau moment en tant que praticien, je pense, qu'on peut avoir. Puis, je pense que pour avoir été aussi, comme Claudie, de l'autre côté où je voyais
des médecins de toutes sortes pour savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais cette douleur. Et je pense que dans la médecine conventionnelle, on essaie tout, on pose tout souvent la question pourquoi et d'amener les gens à demander le comment. On va plus un petit peu vers des questionnements qui vont amener plus vers des résolutions pour gérer, travailler, naviguer avec, plutôt que de trouver une source qui peut-être est un symptôme, puis on peut la trouver, mais en fait, si on change nos habitudes, on va peut-être aller plus loin là-dedans. Un autre exemple que je parle, que j'aime amener, bon, avec la neuroplasticité, comme Suzanne a très bien parlé ce matin, j'ai un client à l'atelier Palestra, donc maintenant, je développe doucement ma pratique qui est à Square Victoria à Montréal. Et donc, c'est une belle équipe de médecine qui sont intéressés à avoir cette approche-là. Et malgré tout, c'est encore peu connu, pas si bien compris, mais j'ai Julie Yu qui est à la tête de l'atelier Palestra, a bien compris un peu parce qu'elle travaille en neuroacupuncture. Donc, on travaille un peu sur la même chose avec le système nerveux. Et on a fait des échanges, on a mieux compris qu'est-ce qu'on fait l'un pour les gens. Et donc, comme ça, à un moment donné, au CHUM, il y avait un client qui avait eu un accident. Et donc, la santé conventionnelle a dit c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, ce client-là se retrouvait, après avoir eu un coma, difficulté à marcher, à rien. Donc, la famille a contacté Julie. Julie est allée et c'est elle qui a dit, ben, à ce point-ci, je pense que Christine serait la personne pour pouvoir continuer avec la motricité de cette personne-là. Et on a vraiment eu des beaux résultats. Puis ensuite, on parle, on discute. Donc, en tant que professionnel, c'est formidable parce qu'on apprend tout le temps. Donc, avoir ces collaborations avec des gens qui ont envie d'apprendre, des clients qui ont envie d'apprendre et qui ont envie d'être participants à leur bien-être plutôt que juste patients. Et donc, ça fait un travail d'équipe pour... puis on dégorge peut-être le système, notre système de RAMQ éventuellement, si on est à la bonne place. Donc, je voulais vous partager, c'est sûr que c'est pas nécessairement ça peut commencer juste même dans les petites classes qu'on fait. Je vous laisse un petit guide que même dans une classe de danse, de mouvement, on peut aller prendre à commencer là, à prendre une autorité sur le senti. Alors, je vous donne un petit lien pour mon petit guide sur participer dans et retrouver cette autorité interne, même dans un cours de tous les jours, même de yoga. Comment est-ce qu'on a une discussion avec un prof et qu'on ne fait pas que copier ou de manger ce qu'on nous donne. C'est comme il y a une conversation toujours. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Merci. Merci beaucoup, Christine. Donc, on avait dit qu'après ces interventions-là, on voulait vous laisser la chance d'intervenir. Bon, sur l'heure prévue, il reste moins de temps qu'on aurait voulu, mais quand même, ceux qui peuvent dépasser, on peut dépasser un peu. Puis s'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou un partage, on vous invite à le faire s'il y en a qui oseraient, qui voudraient le faire à ce moment-ci. C'est un peu gênant de le faire parfois, mais oui. Oui, moi, je voulais vraiment vous remercier pour ces 3 jours. Ça m'a vraiment fait du bien. Je suis vraiment contente. Bravo pour vous, Christine, Claudie, Rija, aujourd'hui. Super intéressant. C'est vraiment encourageant pour la méthode et toutes les méthodes, en fait. Moi, j'avais une petite question pour les gens qui viennent d'Europe. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Europe de porte ouverte? Moi, je serais intéressée à participer aussi. Je ne sais pas, il y a 2 personnes de France, je crois. S'il y en a qui... Oui,
Alors, nous, en France, on fait les journées Feldenkrais France, où tous les praticiens Feldenkrais, en fait, de toute la France, lors de journées. Donc, cette année, ça va être avec le sport, mais ça a été reporté, ça devait se faire en ce moment, enfin, voilà, courant avril, et ça a été reporté pour le mois de septembre ou octobre. Je ne sais plus la date exacte, mais ça, je pourrais vous la retrouver. Mais si vous tapez journée Feldenkrais France, oui, ça se fait en fait chaque année. Alors, c'est pas un regroupement de praticiens, c'est tous les praticiens de France. Merci de l'information. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Moi, si vous me permettez, j'aimerais juste euh, compléter un peu un élément que j'ai introduit dans le contexte dont je vous ai parlé. S'il y a une chose que je voulais clarifier avec tout le monde, ou moins mettre en évidence, c'est le fait que s'il y a des déterminants de la santé qui sont pas seulement biologiques, qui sont d'origine sociale, ben les solutions sont aussi, il y a une dimension aussi sociale. Ce qu'on a remarqué dans les deux interventions, c'est que ça se fera pas sans des collaborations, sans que ensemble, il y a quelque chose qui émerge au niveau du mettre ensemble. C'est sûr que dans ce que j'ai mentionné, il y a des dimensions institutionnelles plus larges, mais d'y croire à ça. Des fois, on est isolé dans la douleur, dans la maladie, et on voit un système de santé qui semble pas répondre à nos besoins, mais de remarquer qu'il y a des gens qui agissent dans cette direction-là, de les trouver, de garder c'est un gros mot, l'espoir, mais quand même de garder l'espoir que c'est possible de continuer de chercher et de les trouver, ces gens-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut aider quelqu'un dans son cheminement, même si parfois on peut se sentir un peu seul dans la difficulté de santé qu'on travaille. Donc, la dimension sociale des solutions, pour moi, je pense que c'est la nécessité de le remettre à l'avant-plan dans notre compréhension de cette situation-là. Merci Ridza. Puis moi, j'ajouterais même là-dessus que, en fait, il y a la conversation, c'est super que de ce que tu as parlé de l'Université de Montréal. L'UQAM aussi, avec le nouveau recteur Stéphane Pallage, il y a eu une Ouais. entrevue à Radio-Canada le 27 décembre et il parlait de la santé et avec l'accent sur la prévention. Donc, ils sont en train d'essayer de créer un département, je pense, une faculté des sciences de la santé à l'UQAM. Et donc, l'idée, ça serait d'avoir la médecine plus accessible, mais aussi de mettre l'accent sur la prévention. Et je pense que l'éducation somatique a une belle et grande place vers la prévention. Donc, J'aimerais ça rajouter quelque chose aussi, c'est que comme en plus on a l'honneur de clore ces portes ouvertes, si on regarde un peu les chiffres par exemple, selon un rapport qui a été écrit en 2019, c'est 79% de la population canadienne qui font appel à la santé intégrative, dont 71% au Québec. Donc, c'est vraiment quand même des chiffres assez importants qui montrent qu'il y a réellement un désir, un besoin. Puis, je voyais dans le chat que nos discussions et témoignages nous donnent beaucoup d'espoir. Je pense que ça me touche beaucoup de voir cette notion d'espoir parce qu'effectivement, je pense que non seulement quand on est au fond du trou, le fait de savoir qu'on peut travailler puis qu'on a des portes de sortie, ça donne de l'espoir, mais le fait de continuer à travailler dans cette direction-là, ça amène de l'espoir que si on peut vivre avec plus d'autonomie, vieillir avec plus d'autonomie, retrouver une certaine autonomie, c'est vraiment quelque chose en tout cas, qui nous touche beaucoup. Puis au regroupement, parce que Ridza et moi, on est au conseil d'administration du regroupement d'éducation somatique. On fête les 30 ans du regroupement l'année prochaine. Puis on est sûr que parmi vous, il y a certainement des praticiens, des praticiennes qui ont des expériences de collaboration pour elles-mêmes ou avec votre clientèle. Et c'est très, très important pour nous
de pouvoir, on appelle ça les bons coups, nous, hein? C'est les bons coups, c'est comment on insère notre travail dans le monde dans lequel on vit. Et la mission, la vision du regroupement, c'est de faire connaître l'éducation somatique le plus largement possible. Donc, racontez-nous vos histoires. Puis, si vous avez envie même on fasse une entrevue de vos histoires, on est là. En tout cas, ça nous fera plaisir de vous entendre et de vous écouter, puis de pouvoir partager ça. Parce que plus on peut être nombreux, plus aussi ça nous donne, je dirais, une visibilité qui est importante pour l'espoir, justement, et puis d'œuvrer dans le sens du bien-être. Alors, Tout à fait. Ben, merci beaucoup sur ces bons mots qui vont clôturer ces portes ouvertes et cette discussion. Cette rencontre va être enregistrée ainsi que d'autres des interventions durant les portes ouvertes. Donc, je vous invite à les partager à des gens, ou s'il y a des choses qui vous intéressent, de le propager, de l'envoyer dans le monde aussi, de participer à cette prise de conscience collective sur ces façons de faire qui sont peut-être un peu différentes. Donc, merci tout le monde et Merci. au revoir. et vous trouverez, juste pour terminer, vous retrouverez les traces de ces vidéos sur la page YouTube du regroupement d'éducation somatique qui seront disponibles sous peu, ainsi que les autres des années précédentes. Salut tout le Exactement. monde, c'était un plaisir d'être Merci, au ensemble. revoir. Salut. Merci. Au revoir.